L'humanité est au bord du gouffre. Le risque d'utilisation d'une arme nucléaire a atteint des proportions jamais vues depuis la guerre froide. Les États sont lancés dans une course effrénée aux armements. Le chantage nucléaire a refait surface, certains menaçant imprudemment d'une catastrophe nucléaire. Pendant ce temps, le régime conçu pour empêcher l'utilisation, les essais et la prolifération des armes nucléaires s'affaiblit. Que serait le scénario concret? Parce qu'on voit bien que là, il y a une prolifération. On sait que les Russes ont toujours été ambigus sur le fait qu'ils peuvent utiliser ou non du nucléaire tactique. Le scénario, s'ils devaient aller dans cette folie, dans cette fuite en avant, ce serait quoi? Alors le scénario, les Américains donnaient la réponse. En fait, ils raseraient la marine russe en mer Noire. Ce serait du conventionnel. Mais le problème, c'est qu'il y a une troisième étape. La troisième étape, c'est la réaction des Russes. La réaction des Russes, elle serait automatiquement nucléaire. Donc vous auriez automatiquement une escalade. C'est pour ça que penser l'armement nucléaire en termes d'emploi, c'est absurde. Les Français ont rayé ça totalement parce que ça n'a vraiment aucun sens. Pour nous, c'est absurde. Mais pour les Russes, il faut rappeler ce que disait l'ambassadeur d'Ukraine en France, Vadim Omelchenko, quand il disait c'est le moment où Kherson, la bataille de Kherson se livrait au détriment des Russes. Il disait il n'est pas exclu qu'une frappe sur Kherson ait lieu. De la même façon, le New York Times, à la même époque, là on est en novembre 2022, disait la Russie a commencé à trouver des prétextes. Elle parlait de prétendues bombes sales ukrainiennes, ce qui était faux, mais pour prétexter déjà les raisons de frapper. Et écoutez ce que disait sur l'antenne de LCI Anthony Blinken, il est là d'ailleurs au dîner d'État ce soir, en disant oui, à un moment précis, nous avons eu des craintes sur la possibilité très concrète que les Russes utilisent l'arme nucléaire. Il y a une crainte. Je pense que... concrète, n'est-ce pas? Il y avait des messages concrets qu'il indiquait. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait une crainte que c'était possible. Mais je pense que les Russes ont entendu de la part non seulement des États-Unis, non seulement de la France, mais de beaucoup d'autres pays, y compris la Chine, qu'il fallait absolument pas faire l'utilisation d'une arme nucléaire. Mais ça paraît quand même... C'est les États-Unis d'Amérique qui le disent. Là, c'est pas... Les commentateurs se trompent parfois. Voilà, c'est Blinken. Bon, c'est quand même la première puissance du monde qui dit oui, à un moment donné, le scénario existe. Et on sait que c'est les Chinois qui ont arrêté Poutine. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'armée russe c'est la débandade. Février 2022, ça fonctionne pas, et c'est la débandade globalement jusqu'en novembre 2022, jusqu'à la perte de Kherson, et ils s'installent sur le Dniepr. Donc le vrai sujet, c'est que les Russes se sont dit qu'ils allaient reperdre le Donbass et peut-être la Crimée. Donc là, ils se sont dit, on va tirer. C'est un vrai sujet. Oui. Alain Bauer dit, si en 1944, si le 6 juin 1944, les Allemands avaient eu la bombe nucléaire, ils l'auraient utilisée, par exemple, sur les côtes normandes, en disant, voilà, on vitrifie toute la côte, on tue tous les assaillants américains, canadiens, français, etc. Donc c'est ce scénario-là qui existe dans la tête des Russes. Et il n'y a que les Américains qui sont une puissance totalement démocratique. C'est vrai qu'ils l'ont utilisé 2 fois à Nagasaki et à Hiroshima, mais les Américains ont pu l'utiliser en Corée. Ils ont viré le commandant en chef de l'époque parce qu'il proposait de tirer un missile nucléaire sur les Chinois et sur le Nord-Coréen, et pendant la guerre du Vietnam. Vous savez, la force des démocraties, c'est de ne pas utiliser l'ensemble de l'armement que vous avez sous prétexte que vous avez envie de le faire. Au Vietnam, ils auraient pu utiliser un armement nucléaire tactique. Parce que là, on parle d'Hiroshima et de Nagasaki. 15 kilotonnes, 25 kilotonnes. C'était les grosses bombes. Là, on voit que Poutine, il dit que c'est en gros son armement tactique, c'est 3-4 fois supérieur. Mais il a aussi un armement tactique 10 fois inférieur à ça. Il a des bombes tactiques de 1 kilotonne, qui ferait très peu de dégâts. Enfin, vous tirez un missile tactique au milieu de la mer Noire, il ne se passe pas grand-chose. Simplement, c'est un message. Mais le fait qu'il puisse en parler, le fait qu'ils puissent en passer, mettre ça sur la table, c'est un argument qui est énorme et qui aujourd'hui, je ne dis pas déstabilise, mais ne peut pas ne pas être pris en compte. Évidemment, les Américains le prennent en compte. Heureusement, on n'en est pas là, mais dans le dialogue des puissances, ce qui se passe au large de Cuba rappelle évidemment une sorte de clin d'œil triste de l'histoire à 1962 et de la grande crise des missiles. La Russie veut envoyer des navires de combat dans la région. L'exercice devrait avoir lieu, c'est Cuba qui le dit, entre le 12 et le 17 juin. Un groupe de navires avec notamment le sous-marin d'attaque à propulsion nucléaire Kazan. Donc, il faut bien préciser, il n'y aura pas d'armes nucléaires à l'intérieur, mais c'est un sous-marin à propulsion nucléaire et c'est surtout à la barbe, en sous le nez des États-Unis. Alors ça, c'est la deuxième carte maîtresse des Russes, c'est qu'ils vont, et Poutine l'a dit la semaine dernière, qu'il allait
en fait mettre en place un système dans lequel il allait aider globalement ses alliés directs. Et dans cette zone, il y a 2 alliés importants, c'est Cuba et le Venezuela. Oui. Donc voilà, il a monté une opération de communication parce que évidemment, Poutine a bien senti que les Américains étaient sur un modèle d'observation. Le président américain annonce en permanence le fait qu'il va limiter la casse. Ils se parlent d'ailleurs, n'est-ce pas? Bien sûr. Shoigu et Austin se sont parlé à plusieurs reprises, notamment dans la crise dont vous parliez. Les Chinois sont intervenus, mais il y a aussi eu un dialogue direct. Je pense que le dialogue ne s'est jamais arrêté entre les États-Unis et la Russie. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les Américains sont sur un modèle de conseiller, d'assistance à l'Ukraine, mais pas sur un modèle d'entrée en guerre. C'est un discours totalement différent du nôtre. Et c'est vrai que la perception de la menace des Américains n'est pas du tout la même que la nôtre, par la force des choses. On voit le dilemme. Sur ce plateau hier, ça me frappait. On reparlait de ces images-là qu'on voit du sous-marin nucléaire russe qui va croiser aux portes. Alors ça rappelle 1962. Et encore aujourd'hui, il y a les 2 thèses. Ceux qui disent on a bien fait à un moment donné de céder, et ceux qui disent non. C'est parce qu'on a été très fort, parce que Kennedy, jusqu'au bout, a su être aussi ferme que ça. Les choses ont bien tourné, disons. Oui, mais encore une fois, la comparaison, c'est pas raison. Le problème, en 62, on n'avait pas tellement idée de ce que c'était. Il y avait eu Nagasaki, Hiroshima, et le dialogue nucléaire n'était pas totalement engagé. 62, ça fait 10 ans après le début, enfin après les années 50. On n'est pas passé loin. Oui, mais on était sur un modèle où on se cherchait. Il cherchait le modèle. Le modèle, maintenant, il est carrément établi. Enfin, il est bien positionné. Le problème qu'on a mis en place, il y a eu toute une série d'accords, les accords START, les accords SALT, etc. Le problème, c'est qu'à l'heure où je vous parle, les accords sont devenus obsolètes, puisqu'en fait, l'armement s'est transformé. Les Russes ont développé l'hypervélocité de leurs missiles, la portée des missiles. Donc, on va aujourd'hui, au-delà de la prolifération, qui est sur d'autres pays, comme l'Iran, etc., l'armement s'est perfectionné. Donc, la précision aujourd'hui de l'armement russe, on ne la connaît pas, mais supposons 30 secondes que les Américains n'aient pas l'outil qui permette d'arrêter un missile hypervéloce qui serait projeté en direction de l'Alaska, par exemple. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc, cette parité technologique, elle est fondamentale. Et c'est pour ça que le débat, la discussion entre les 2 grands partenaires, parce qu'ils sont des partenaires dans ce domaine-là, elle est fondamentale. Ils disent où ils en sont. La marge d'incertitude, c'est frappant de voir que dans ces domaines-là, où heureusement, presque rien n'a été testé, en vrai, à part Hiroshima et Nagasaki, il y a une marge d'incertitude. Oui. Même dans les plus grandes puissances, elles ne savent pas très bien ce qui est faisable ou non par soi et par l'autre. Ça s'appelle le rôle du politique et le rôle de la diplomatie. Et c'est là que ça... les armes, au bout d'un moment, elles servent parce qu'elles sont là, ça dissuade, mais au bout d'un moment, il faut que les cerveaux humains se mettent en phase. Et il faut que les chefs d'État parlent ensemble, il faut que les alliances parlent ensemble, etc. Et c'est le problème de Poutine. Poutine a totalement déstabilisé l'Europe et le monde entier. Pourquoi ? Parce qu'il a fait... C'est un pays du P5, il fait partie des 5 grands pays qui ont le droit de veto aux Nations Unies. Au passage, il a bloqué complètement toute décision aux Nations Unies, puisqu'il a le droit de veto avec les Chinois. Donc il ne se passe plus rien. On voit que les Nations Unies n'existent quasiment plus. Déjà qu'il se passait souvent pas grand-chose. Oui, mais là, au moins, il n'y a vraiment plus rien. Enfin, il n'y a pas de décision possible. Donc ce pays du P5 était théoriquement un élément de régulation, puisque c'était les grands vainqueurs de la guerre, là, on est en pleine commémoration du 80e anniversaire. Donc il y avait cette espèce de fossilisation, où tout le monde acceptait que les pays du P5 aient le droit de veto. Et d'un coup, vous avez ces pays qui envahissent son voisin. Donc ça change absolument tout. Dans ce rapport de force, à l'autre bout du monde, et cette fois on est en Europe, dans la Baltique, cette fois c'est l'OTAN, 19 alliés de l'OTAN, plus de 50 navires, plus de 85 avions, 9000 personnes qui participeront à un exercice de très grande ampleur qui va durer jusqu'au 20 juin, qui est déjà d'ailleurs en cours. Toujours dans la Baltique. La plupart beaucoup de scénarios nous ramènent là. C'est là où la tension est la plus forte entre l'OTAN et les Russes, à cet endroit-là. Dans le domaine maritime, c'est la frontière, c'est cette frontière-là. La Méditerranée n'existe pas, ils ont la mer Noire, donc les Russes sont coincés. Alors ils ont la marine à Vladivostok, mais ça c'est la partie asiatique, donc la seule marine qui peut partir, c'est Mourmansk, et c'est la partie nord, c'est la Baltique. Donc ils doivent contrôler cette partie-là, d'autant que on découvre actuellement des puits de pétrole potentiels en Arctique, et donc là il y a un énorme marché demain matin. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, encore une fois, les Russes veulent contrôler la mer Baltique. Et point très important également, c'est que l'invasion de l'Ukraine en 2022 a provoqué une angoisse générale chez les Européens, et entre autres les Suédois et les Finlandais, qui ont abandonné en fait leur neutralité historique pour rejoindre l'OTAN. Donc c'est aussi un des contre-coups. Donc aujourd'hui, la mer Baltique, à l'exception de Kaliningrad, la mer Baltique, c'est une mer quasiment européenne. Regardez à quel point les Allemands sont inquiets. La grande puissance de l'Europe, grande puissance économique, première puissance démographique. Le gouvernement allemand présente un nouveau plan militaire qui prévoit toutes les mesures à prendre en cas de conflit militaire. On a la déclaration de Pistorius, ministre de la Défense, qui dit d'ici 2029, il y a une certaine probabilité d'une guerre
généralisée. Alors, service militaire obligatoire, avec les citoyens qui peuvent être enrôlés dans l'armée à tout moment, le déploiement des troupes de l'OTAN dans tout le pays, la réglementation des réserves de nourriture, préparation des hôpitaux, le Bundestag, donc leur parlement qui ne pourrait pas être dissous, en tout cas pendant la période de gravité. Voilà, on a là ici la liste des conditions. L'Allemagne même, qui semblait si loin de ça, qui se prépare à une guerre. L'Allemagne est au bord de la crise de nerfs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils n'ont jamais anticipé ça. C'est un des pays qui était totalement neutralisé. La Deuxième Guerre mondiale, la défaite, les avait mis dans une situation où ils ne pensaient pas du tout défense. Parce que je connais bien l'armée allemande. En ex-Yougoslavie, j'ai eu l'occasion d'avoir un bataillon, une compagnie allemande avec moi. Ben, on ne pouvait pas en faire grand-chose. Alors, ils n'étaient pas mauvais. Le problème, c'est qu'il y avait un blocage, il y avait une inertie absolument incroyable. Donc, c'est une armée qui n'était pas opérationnelle. Et est-ce que c'est la fin ? Est-ce que vraiment ces 80 ans depuis le débarquement marquent une forme de nouvelle histoire ? On sent bien que tout l'équilibre qui avait lieu depuis lors, c'est-à-dire on est protégé par les Américains, ce sont eux massivement, pas les seuls, mais qui ont débarqué, l'Allemagne qui a dû être neutralisée ensuite, tout ça, tout cet édifice-là est en train de s'écrouler. Ce qui est assez paradoxal, c'est que tous les 10e anniversaires du 6 juin, il s'est passé quelque chose. Alors avant 94, honnêtement pas grand-chose, les Américains faisaient des cérémonies, etc. 94, vous avez le professeur Mitterrand qui fait venir les étrangers. Concrètement, il fait venir les Américains, la reine d'Angleterre, etc. Ça s'était jamais fait. Au passage, j'ai assisté dans un sommet européen en mai de 94 à Mulhouse, où Helmut Kohl, en discutant très, très amicalement avec son ami François, il lui demande la possibilité, est-ce qu'il ne pensait pas que ce serait bien que l'Allemagne vienne, sachant que, vous vous rappelez qu'en 84, à Verdun, le président Mitterrand avait pris la main d'Helmut Kohl. Et donc, il me rappelle très bien que François Mitterrand en avait parlé avec ses conseillers, ils avaient dit non, écoute Helmut, ça ne va pas le faire. 94. 2004, c'est quoi ? C'est Jacques Chirac qui fait rentrer qui ? Il fait rentrer Schröder, les Allemands, donc 10 ans après il rentre, et puis Poutine. Première fois. Et 2014, c'est la grande discussion avec les Allemands, les Français, et les Ukrainiens et les Russes.